Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube du Maybe Planet. Ce soir, c'est une émission très spéciale pour commencer cette nouvelle saison, car nous avons le plaisir et le privilège de pouvoir discuter quelques minutes avec le professeur Avi Loeb. Professeur, c'est un honneur pour nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, c'est un grand plaisir. C'est la première fois que vous intervenez sur un média français ? Non, je suis déjà intervenu pour la France. En fait, ma mère parlait français. J'aime beaucoup la littérature française. J'ai lu Camus et Sartre quand j'étais jeune. Et j'ai évolué avec l'existentialisme comme philosophie, en grandissant dans une ferme. Avec moi pour cette émission, Paul Pluma, réalisateur et membre du conseil d'administration du Maybe Planet. Paul, comment ça va ? Ça va bien, merci. Et Luc Dini, président de la commission Sigma 2. Luc, si tu peux nous présenter Sigma 2 en quelques mots ? C'est très simple, nous appartenons à la 3AF, qui est l'association aéronautique et astronautique française, similaire à la NAA aux États-Unis, mais bien sûr de taille différente, de taille plus petite en France, rassemblant des industries de l'aéronautique, des laboratoires de recherche et des écoles d'ingénieurs également. Et la 3AF rassemble différentes commissions d'expertise en aérodynamique, propulsion spatiale et ainsi de suite. Et l'une d'elles, une commission spéciale, Sigma 2, est dédiée à l'étude des ovnis. Merci d'être avec nous, Luc. J'ai le plaisir de poser la première question. Dans un récent article paru dans medium.com, vous avez écrit « De toute évidence, l'histoire dépend de qui l'écrit ». Mais on espère que la recherche scientifique est une entreprise honnête dans laquelle le crédit est rendu aux pionniers qu'il mérite. Quand Bill Nelson, l'actuel patron de la NASA, dit que les UAP sont un domaine de recherche sérieux, vous contactez la NASA pour travailler ensemble sur le sujet, mais la réponse vous répond « Nope ». Et maintenant, la NASA indique vouloir réaliser une étude complète sans même citer Galiléo. Allez-vous trop vite et trop loin pour la recherche institutionnelle ? En tant que pionnier, pensez-vous que la science reconnaîtra que vous avez compris ce qu'il fallait faire sur ce sujet avant tout le monde ? Il est vrai que le directeur du renseignement national a remis un rapport au Congrès sur ces objets non identifiés. Puis, à peu près au même moment, le chef de la NASA a déclaré que les scientifiques devraient s'engager à déterminer la nature de ces objets. J'ai immédiatement contacté la NASA, à qui j'ai soumis un résumé de notre action, et je leur ai dit que je serais honoré de rendre leur patron heureux. Mais ils n'ont jamais répondu, et puis, un an plus tard, ils ont décidé d'établir une étude et je n'y ai pas été inclus. Ils ont dit que j'avais un conflit d'intérêts car, entre-temps, j'ai créé le projet Galileo qui travaille sur ce domaine. C'est un peu étrange, je ne pense pas que, par exemple, s'il y avait une étude sur un changement climatique, les personnes qui s'intéressent au changement climatique seraient interdites de siéger au comité qui piloterait l'étude sur le changement climatique. C'est ce qui m'a surpris, mais en même temps, je suis très heureux que nous ayons le projet Galileo. Il est financé par des dons de personnes qui sont venues me voir car elles ont été inspirées par mon livre Extraterrestre qui a été traduit en français. Merci. Ce livre parle du premier objet interstellaire signalé, nommé Oumuamua, et pourquoi il ne ressemblait pas à une comète ou à un astéroïde du système solaire. Il avait donc l'air très inhabituel et j'ai suggéré que peut-être il était d'origine extraterrestre. C'était un objet découvert par des astronomes et puis plus récemment avec mon étudiant, nous avons trouvé le premier objet interstellaire sous la forme d'un météore dans des données d'archives que le gouvernement américain avait à partir de 2014. Et en fait, le gouvernement américain a confirmé qu'il est venu de l'extérieur du système solaire, dans une lettre il y a quelques mois. Nous prévoyons une expédition en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour collecter les fragments. Donc ces deux choses font partie du projet Galileo qui a été financé par ces riches individus qui m'ont donné quelques millions de dollars pour mes fonds de recherche à l'université de Harvard. Et nous avons maintenant environ 100 bénévoles travaillant sur le projet. Et le premier système de télescope a été installé sur le toit de l'observatoire de l'université de Harvard.
Nous venons d'avoir une conférence au début du mois où les membres de la structure se sont réunis. On prévoit de tester ces instruments dans les mois à venir, puis de les déployer dans un endroit où nous pourrons surveiller le ciel en continu. L'idée est d'observer le ciel dans la radio optique infrarouge et l'audio et d'analyser les données avec les algorithmes d'intelligence artificielle et de comprendre ce que nous voyons. La plupart des objets seront probablement soit naturels, comme des oiseaux ou des insectes, soit des objets créés par l'homme, comme des drones ou des avions. Mais nous voulons voir s'il y a autre chose, parce que le gouvernement prétend qu'il y a des objets qu'ils ne peuvent pas identifier. C'est la deuxième branche du projet Galileo et c'est très excitant. Je n'ai pas besoin de l'approbation de la NASA ou du soutien du gouvernement, parce que nous avons reçu suffisamment de fonds pour continuer en utilisant des dons privés. Et la troisième branche du projet Galileo est de planifier le rendez-vous avec le prochain Oumuamua, à savoir concevoir une mission spatiale qui s'en approchera et prendra une photo précise. Car on dit qu'une image vaut 1000 mots. Dans mon cas, elle vaut 66 000 mots, le nombre de mots dans mon livre. Paul, tu as une question? Je veux rebondir sur ce que vous venez de dire, prendre une photo d'un UAP, parce que c'est quelque chose qu'on essaye de faire depuis des décennies, bien qu'il n'y avait pas de financement pour le faire, comme celui que vous avez obtenu. Vous dites souvent que si on observe de près un UAP, on verra si ça vient de Chine ou de Russie ou s'il y a une étiquette planète X. Y a-t-il quelque chose que vous attendez pour identifier un phénomène comme un vaisseau exogène? Oui, il y a deux propriétés qui le rendraient non naturel ou non fabriqué par l'homme. C'est l'apparence de l'objet, si vous pouvez en obtenir une image haute résolution. La seconde, c'est son comportement, comment ça bouge. Il y a des limites à l'accélération et à la vitesse des objets que nous sommes capables de fabriquer. Et nous connaissons à peu près les limites de nos technologies. Donc, si nous voyons quelque chose se comporter d'une manière qui va au-delà, alors ce serait assez excitant. Maintenant, nous devons garder à l'esprit que pour être sûr que c'est un objet que nous devons observer avec différents instruments, de différentes directions, de différentes bandes d'ondes, juste pour nous assurer que nous comprenons ce que nous regardons. Pour poursuivre, les données qui ont été obtenues soit par des civils de manière anecdotique ou par l'armée n'est pas de meilleure qualité que celles qui ont été rendues publiques. Généralement, les images sont floues ou alors vous ne savez pas ce que fait la caméra. De plus, le gouvernement peut avoir de bien meilleures données, par exemple à partir de satellites, mais il ne publie pas les données. Je pense qu'attendre que le gouvernement déclassifie les données, c'est comme attendre Godot dans la pièce de Samuel Beckett. Nous savons que nous pouvons attendre indéfiniment, mais le ciel n'est pas classifié et nous ferions mieux de collecter les données nous-mêmes. Et nous ferions mieux de le faire avec des instruments entièrement sous contrôle, dont nous savons exactement ce qu'ils font. Nous optimisons également les instruments pour qu'ils soient à la pointe de la technologie. C'est ce que nous faisons dans le projet Galileo. Les données seront de très haute qualité et elles seront ouvertes à tous afin que le public puisse les consulter pour quiconque veut les analyser. C'est la méthode scientifique, vous savez, et une fois que nous obtiendrons des données de haute qualité, nous pourrons éclaircir ce problème. Et même si nous ne trouvons rien en dehors de cette Terre, vous savez que ce serait un bon service à la société. Mais si nous trouvons un seul objet qui ne peut pas être expliqué, cela aurait un impact énorme sur l'avenir de l'humanité. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière la photographie de Calvin sortie par le docteur David Clark. Il a indiqué que c'était la photo la plus étonnante euh, qu'il ait jamais vue. Vous avez une opinion à ce sujet? Oui, nous en avons donc discuté dans le cadre du projet Galileo, et notre conclusion, c'est que ça pourrait être, par exemple, un bombardier B-2 ou une technologie qui a été développée à l'époque
et utilisé, par exemple, dans la guerre d'Irak qui avait eu lieu à ce moment-là. Donc, c'est pas du tout clair, hein, si c'est un équipement militaire que le gouvernement a préféré ne pas divulguer à l'époque. C'est pourquoi, même si cela ressemble à un objet artificiel, c'est inhabituel. Ça ressemble à ces avions inhabituels auxquels certains gouvernements ont accès. À partir d'une seule image, vous ne pouvez pas vraiment dire comment il se déplace, et je suppose que c'était un avion militaire. Mais vous savez, nous n'avons pas besoin de nous fier à des données vieilles de 3 décennies. Nous pouvons collecter de nouvelles données de bien meilleure qualité, et s'il y a quelque chose d'inhabituel, nous aurions des preuves concluantes. Donc, la question n'est pas de revenir en arrière, mais d'aller de l'avant et d'utiliser les meilleurs instruments qui n'étaient pas disponibles à l'époque. Luc, j'ai une ou deux questions à vous poser, professeur. Première chose, vous mentionnez les installations que vous construisez et vous rassemblez différents types de capteurs. Optique infrarouge, électromagnétique. Quel type de capteur est-ce exactement? Et considérez-vous qu'il pourrait être utilisé pour essayer de collecter des informations provenant de l'espace, d'observer des objets dans l'espace, ou de collecter des informations sur des objets ou des phénomènes se produisant dans l'atmosphère, ce qui est différent. Et qu'en est-il de la couverture? Car vous avez mentionné un réseau de capteurs qui est un sujet que nous examinons avec Sigma 2, en relation avec des personnes qui suivent des météorites en utilisant différents types de caméras en réseau et essayant de comprendre quelle est la cinématique et où est le point d'impact. Bien, nous avons d'abord plusieurs approches. Premièrement, c'est la série d'instruments que nous mettons en place qui surveillera le ciel entier. À un endroit, vous regardez le ciel entier, pas comme les astronomes qui regardent généralement une portion très étroite. Et les astronomes, dans un observatoire, ignorent généralement tout ce qui va au-dessus de l'observatoire. S'il y a un oiseau, ils l'ignorent simplement. Ça n'a jamais été fait. Il n'y a jamais eu d'installation qui surveille tout le ciel, tout le temps, dans différentes bandes d'ondes, et c'est ce que nous construisons. C'est un nouveau territoire dans le sens où il y a une énorme quantité de données à partir d'une vidéo du ciel en permanence, y compris l'audio. Donc, nous avons 8 caméras infrarouges qui couvrent tout le ciel. Nous avons une caméra optique avec un objectif fisheye qui regarde tout le ciel. Nous avons un système de radar passif qui surveille essentiellement la réflexion à la fois de la télévision ou des transmissions radio, des stations de radio. Nous regardons l'écho à la réflexion de n'importe quel objet dans le ciel. Nous ne le transmettons pas nous-mêmes. Ce n'est pas un système radar standard. Nous regardons simplement la réflexion. Puis, nous avons évidemment le système audio. Nous enregistrons tout son que nous entendons depuis le son infrarouge, qui est de très longues longueurs d'onde à l'échelle kilométrique, jusqu'aux ultrasons, qui sont les longueurs d'onde très courtes et sont des échelles millimétriques. Il s'avère donc que l'oreille humaine est sensible dans la gamme de longueurs d'onde qui donne le plus d'informations, car nous avons évolué de cette façon pour nous protéger des menaces dans la nature. Et les ondes de très courte longueur d'onde ne se propagent pas sur une grande distance et sont amorties par l'atmosphère. Les très grandes longueurs d'onde transportent très peu de données, mais nous avons ces systèmes audio qui enregistrent tout. Ça, c'est pour la série d'instruments que nous avons au sol à un endroit. Et ensuite, nous les dupliquerons dans différents endroits. Donc, c'est une des approches. Et bien sûr, les données de ces systèmes seront analysées par des ordinateurs. En temps réel, nous essaierons d'identifier des objets et de comprendre ce qu'ils sont à travers un apprentissage automatique.
Il y aura un algorithme qui apprendra à travers l'expérience au fur et à mesure que l'on détecte plus d'objets. Nous serons en mesure de dire plus facilement si c'est un avion ou un drone, car nous en aurons l'habitude. Encore une fois, c'est une nouvelle approche en utilisant un logiciel. Mis à part cela, nous voudrions obtenir des données satellites. Et on commence à regarder cela parce que l'idée est d'observer des objets non identifiés par au-dessus, pas juste en dessous. Et donc, tout ça concerne des objets dans l'atmosphère terrestre. Mais comme vous l'avez fait remarquer, il y a aussi un intérêt pour les objets dans l'espace qui ne s'approchent pas près de la Terre. Et pour ça, nous avons l'observatoire Vera Rubin qui va commencer ses opérations dans un an environ et qui pourrait observer des objets comme Oumuamua plusieurs fois par an. Et je vois ça comme une application de rencontre. Quand vous cherchez un rendez-vous galant, il y a ces applications sur le téléphone et la plupart du temps, on fait glisser le profil à gauche. Mais de temps à autre, on peut se dire voici un objet inhabituel comme Oumuamua et on veut le rencontrer comme un rendez-vous galant. Cela coûterait plus d'1 milliard de dollars pour y aller. Mais on planifie la mission spatiale et ses paramètres. Et je devrais dire qu'avec 1 millier de fois moins d'argent, avec 1 million de dollars, nous planifions de rechercher les météores interstellaires, tels que celui qui s'est craché à 160 km de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous planifions une mission qui ira chercher et récupérer des fragments de ce météore dans le fond océanique. Et à partir de là, nous espérons en apprendre plus sur la composition de ce météore et s'il était artificiel ou non. Parce que nous savons que ce météore de 2014, sur lequel j'ai rédigé un article avec mes étudiants, avec qui nous avons découvert ce météore, et nous savons qu'il allait plus vite que 95% de toutes les étoiles, et cela près du Soleil. Aussi, c'était plus solide que tous les météores que le gouvernement avait dans sa base de données, et il y en avait 273 en tout. Donc, c'était 2 fois plus solide que du fer, par exemple. Donc, c'est clairement aberrant en termes de composition, en termes de vitesse, et c'est donc possible que c'était d'origine artificielle. Donc, on veut découvrir si sa composition est rocheuse et donc naturelle, ou peut-être un alliage qui a été produit par une autre civilisation. Une autre question à propos des instruments, des télescopes et d'autres capteurs que vous avez mentionnés. Vous avez mentionné les caméras infrarouges. Prévoyez-vous d'avoir un spectromètre? Ça pourrait être très utile car on pense habituellement à différents types de radiations, plus précisément celles générées par du plasma. Et pour analyser la signature également, avoir une analyse du spectre serait très utile. Effectivement, nous envisageons cela comme la prochaine étape. Une fois que nous détectons des objets d'intérêt, nous espérons obtenir un spectromètre. Nous allons aussi nous équiper d'un magnétomètre pour mesurer le champ magnétique, s'il y en a, émis par n'importe quel objet dans le ciel, ainsi qu'un détecteur de particules à haute énergie, des muons par exemple. On recherchera ce genre de choses également. J'ai une autre question en relation avec les capteurs électromagnétiques. Les capteurs passifs, vous avez mentionné le fait d'utiliser des signaux TV réflectants. Donc pouvez-vous aussi utiliser la réflexion des radars? Je sais qu'en France, le réseau Fripon utilise des caméras optiques fisheye, caméra grand angle, pour observer les mouvements des météorites entrant dans l'atmosphère. Mais aussi possiblement la réflexion des radars comme le Graves radar qui suit la traînée ionisée pour faire d'autres genres de mesures. Oui, c'est un très bon point. La philosophie du projet Galileo est pour nous de ne rien transmettre. Nous voulons être passifs, car vous savez, nous ne savons pas à quoi nous avons affaire. Aussi, je ne veux violer aucune loi dans des zones habitées. Nous sommes juste passifs, nous observons le ciel. Bien sûr, si nous trouvons quelque chose d'inhabituel, comme un visiteur dans notre arrière-cour, la question est quoi faire à son sujet? Parce qu'il n'y a pas de protocole. Nous ne savons pas qui représente l'humanité, il n'y a pas d'organisation qui s'occupe de cela. Aussi, la réponse devrait être rapide, parce que ce n'est pas comme recevoir un signal radio venant de plusieurs milliers d'années-lumière, où on aurait eu le temps de répondre.
Et ça, c'était le scénario qui était imaginé dans le passé. La plupart des recherches de vie intelligente extraterrestre dans le passé étaient la recherche de signaux radio ou d'électromagnétiques venant de loin. Et c'est tout comme essayer d'avoir une conversation au téléphone. Vous avez besoin que l'interlocuteur transmette au moment où vous écoutez. Et nous n'avons aucune garantie. C'est comme toutes ces civilisations qui n'ont jamais existé et qui sont mortes désormais. Elles ne sont plus là. Et donc, la meilleure solution pour les trouver n'est pas de chercher les signaux radio qu'ils ont envoyés, car leurs signaux sont désormais passés depuis des milliards d'années, car ils auraient été transmis il y a plusieurs milliards d'années. La majorité des étoiles sont plus vieilles que le Soleil, de plusieurs milliards d'années. Au lieu d'essayer de détecter leurs signaux, nous pouvons chercher les reliques qu'ils auraient laissées derrière eux. J'appelle ça l'archéologie interstellaire. La recherche d'objets qu'ils auraient envoyés à des vitesses qui n'échapperont pas à l'attraction de la Voie lactée. Vous pouvez imaginer la Voie lactée comme ce panier qui peut garder toutes ces sondes confinées par le potentiel gravitationnel de la Voie lactée. Si les caractéristiques de la vitesse de cette sonde sont comme ce que nous avons, des roquettes chimiques qui vont à des dizaines de kilomètres par seconde, alors ils seraient contraints par la force gravitationnelle de la Voie lactée. Et on pourrait les trouver. C'est ça que j'appelle l'archéologie interstellaire. Et il y a deux types d'objets. Il y a des déchets spatiaux, comme nos fusées. Dans 1 milliard d'années, par exemple, elles ne seront plus fonctionnelles. Ce sera des déchets. Mais il y a aussi la possibilité de sondes encore fonctionnelles, fonctionnant avec une intelligence artificielle. Et on pourrait alors trouver des informations. Ces sondes pourraient également s'auto-répliquer, comme John von Neumann l'a envisagé en 1948. Professeur, vous avez dit quelque chose que j'adore. Quand vous dites peut-être que nous ne sommes pas les gamins les plus malins du quartier. Oui, j'ai dit ça. Vous savez, notre développement technologique, la science moderne et technologique, n'est seulement âgé que d'1 siècle. Si vous retournez 1 siècle en arrière, c'est l'époque où la mécanique quantique a été découverte. La relativité générale a été découverte. Donc ça fait seulement 1 siècle et tous les gadgets que nous utilisons aujourd'hui sont basés sur la mécanique quantique. Donc c'est seulement 1 siècle comparé à l'âge de la Terre, qui est de 4,5 milliards d'années. Donc, nos chances de trouver une autre civilisation exactement au même stade d'évolution que nous sont vraiment ridicules. Donc, plus probablement, ils sont bien plus primitifs que nous le sommes, comme nous étions il y a plusieurs millions d'années. Ou alors, ils sont bien plus avancés que nous. Maintenant, s'ils étaient primitifs, nous devrions y aller jusqu'à leur exoplanète, atterrir dessus et chercher dans la jungle ces cultures primitives. C'est très fastidieux. Déjà, il faut se rendre jusqu'à ces exoplanètes. Cela demande beaucoup de temps et d'efforts. Et une fois sur place, il faut aller chercher autour des buissons, des arbres. Ce n'est pas une tâche facile. Donc, je dirais, n'allons pas chercher ceux qui sont primitifs. Aussi, je pense que nous n'avons pas grand-chose à apprendre d'eux. L'alternative est qu'ils sont bien plus avancés que nous, comme nous serons dans 1 millier d'années, voire 1 million d'années, ou peut-être même dans 1 milliard d'années. Donc, dans ce cas, on n'a pas besoin d'en faire trop, parce qu'ils ont peut-être envoyé des sondes qui sont dans nos environs, et on pourrait juste les chercher. Et dans ce cas, bien sûr, il y aurait un écart technologique. Nous ne serons pas en mesure de comprendre les intentions et les natures de ces objets. Mais on peut dire que ces objets ne sont pas naturels, et qu'ils ne sont pas fabriqués par l'homme. C'est comme un homme des cavernes qui trouverait un téléphone ou s'il allait à New York. L'homme des cavernes ne comprendra pas comment ça marche, mais il sera capable de comprendre que ce n'est pas naturel et que par conséquent c'est d'origine technologique. C'est une transition parfaite avec ma question. Je peux y aller? Merci. Donc, en parlant de cave, je voulais parler de l'allégorie de la caverne de Platon et de la notion de paradigme. Comme Pascal a dit, vous êtes un pionnier, et ce que vous faites avec Galiléo, personne ne l'avait fait auparavant.
Donc, nous avons un sujet qui a été stigmatisé depuis des décennies, voire des siècles, parce que c'est en dehors de notre paradigme, c'est en dehors de notre cave, de notre caverne, si vous voulez. Donc, la conversation que nous avons maintenant. Et je ne parle pas de la conversation sur StreamYard maintenant, hein. Je parle de la conversation, de l'entière conversation internationale avec le rapport UAP, etc. Est-ce que vous pensez que pour nous, pour avoir cette conversation, est-ce que vous pensez que le paradigme a déjà changé? Pensez-vous qu'il est en train de changer ou bien que c'est sur le point de changer? Je pense qu'il est sur le point de changer, et je vais expliquer pourquoi. Si vous retournez 100 ans en arrière, les astronomes croyaient que le Soleil était fait des mêmes matériaux que la Terre. Et après, il y a eu un doctorant, le premier doctorant en astronomie à l'université d'Harvard, Cecilia Payne-Gaposchkin. Et elle a donc suggéré que la surface du Soleil est faite d'hydrogène. Et ce fut une révolution, parce que non seulement le Soleil est majoritairement composé d'hydrogène, mais l'univers tout entier est fait d'hydrogène. Donc ça a été un choc. En fait, le directeur de l'observatoire de l'université de Princeton de l'époque, Henry Norris Russell, un astronome très respecté, a dit « C'est impossible, tu as forcément tort, tu devrais l'enlever de ta thèse, de ton doctorat. » Et elle était une jeune femme débutant en tant que scientifique, donc elle a dit « Ok, je l'enlève de ma thèse. » Et après, elle a travaillé pendant 4 ans et elle a démontré qu'elle avait raison. Voilà l'histoire d'il y a un siècle. Et après, aux alentours de 1933, Fritz Zwicky, un autre astronome de Caltech, a réalisé qu'il y a bien plus de matière que la matière ordinaire. Donc, l'hydrogène est de la matière ordinaire. C'est l'un des atomes qui composent l'eau. Donc, ce n'était rien d'inhabituel de trouver de l'hydrogène dans le Soleil. Mais après, Zwicky a argumenté qu'il y a certains matériaux, certaines choses, quelque part dans l'univers, qu'on ne trouve pas dans le système solaire du tout. On n'en a pas une trace. Et maintenant, ça s'appelle de la matière noire. Et pendant 40 ans, c'était rejeté. Les astronomes ridiculisaient l'idée qu'il existe de la matière différente de celle que l'on trouve dans le système solaire. Donc, encore une fois, la même histoire qu'avec le Soleil. Les astronomes disent « Oh oui, toute la matière dans l'univers est la même que dans le système solaire ». Aujourd'hui, si vous demandez à n'importe quel astronome, n'importe quel cosmologiste, ils diront « Bien sûr, il y a de la matière noire, la question ne se pose pas ». En fait, n'importe qui en douterait, serait vu comme aberrant. Et toujours, on ne sait pas ce qu'est la matière noire. Sa nature est inconnue. Mais maintenant, voici la troisième partie de l'histoire. Il y a 5 ans, nous avons découvert le premier objet venant d'en dehors du système solaire, le premier objet interstellaire. Et devinez quoi? Les 2 premiers de ces météores que j'ai décrits et Oumuamua ne ressemblent pas aux comètes ou astéroïdes que nous avons observés auparavant dans le système solaire. Donc, il est naturel de se demander, qu'est-ce que c'est? Mais à la place, la communauté mainstream dit « Oh, ce sont des rochers d'une forme jamais rencontrée auparavant ». Les suggestions sont que Oumuamua était un iceberg de nitrogène, un iceberg d'hydrogène ou un amas de poussière. Ce sont les propositions qui tournent partout et on dit « oui, c'est naturel, mais c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu avant ». Et je dis « vous savez pourquoi les 2 premiers objets sont quelque chose que nous n'avons jamais vu avant? Cela signifie que nous ne comprenons pas quelque chose à propos de l'espace interstellaire, comme quand nous ne comprenions pas quelque chose à propos de la matière noire, ou que le Soleil est différent de la Terre. Voilà la troisième partie de l'histoire. Et c'est pour ça que je pense que, par exemple, avec plus de données de l'observatoire Vera Rubin du projet Galileo, éventuellement, cela deviendra impossible d'ignorer cela, et ça suivra les mêmes étapes que les histoires que j'ai mentionnées. Il y aura des personnalités du mainstream qui diront « Maintenant, ils disent que c'est ridicule, c'est naturel, tous ces objets sont naturels. » Et quand il y aura plus de données, ils diront « Oh oui, ce n'est pas naturel. En fait, on en parlait déjà dans les années 60. Il n'y a rien de nouveau. » Et ils prendront les crédits.
Donc je pense que la même dynamique pourrait se produire ici. Mais nous sommes toujours dans les premières étapes, comme ces phases où le sujet est ridiculisé, comme la matière noire qui a été ridiculisée pendant 40 ans. Et bien sûr, la clé est d'obtenir les données, les preuves, parce que sinon c'est une prophétie autoréalisatrice. Vous savez, il y a ces astronomes, ces scientifiques, qui disent que des affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires. Ils citent Carl Sagan. Mais je pense que c'est une terrible citation. Je dis que des preuves extraordinaires demandent des financements extraordinaires. Vous devez financer la recherche. La recherche de la matière noire a été financée à hauteur de milliards de dollars pendant plusieurs décennies. Si on investit dans la recherche d'équipements d'autres civilisations pendant plusieurs décennies pour des milliards de dollars et que l'on ne trouve rien, on en serait exactement au même point qu'avec la matière noire à l'heure actuelle. Et ça fait partie du mainstream. Vous savez, les gens gagnent des récompenses car ils proposent un type de matière noire qui sonne plausible et puis on découvre que ça ne l'est pas. Donc la personne qui s'en rend compte gagne un prix. Cela vous montre que ça fait partie du mainstream. Donc, pourquoi la recherche de matière noire fait partie du mainstream quand on ne sait pas ce que c'est? Et la recherche d'équipements d'autres civilisations ne fait pas partie du mainstream. C'est un phénomène social. Ça n'a rien à voir avec le mérite de l'affaire, car nous envoyons nous-mêmes de l'équipement dans l'espace. Nous savons qu'une fraction substantielle de toutes les étoiles, comme le Soleil, ont une planète à peu près de la taille de la Terre, quelque part entre quelques pourcents et 100%. C'est encore discuté sur la question des planètes comme la Terre orbitant autour d'étoiles similaires à notre Soleil. Avec ça en tête, ce n'est pas une idée farfelue de considérer la possibilité qu'il y ait des objets envoyés il y a 1 milliard d'années. Pourquoi pense-t-on qu'Albert Einstein fut le scientifique le plus intelligent qui ait existé depuis le Big Bang? C'est probablement faux. Il y a eu des scientifiques plus intelligents sur d'autres planètes, autour d'autres étoiles, et ils ont pu concevoir une science et des technologies autres que celles que nous avons. Professeur, nous savons que votre temps est précieux. C'était incroyable de parler avec vous aujourd'hui. Peut-être que vous viendrez en France, à Paris, si une institution, Luc, tu en penses quoi? Je pense que c'est une excellente idée. Déjà pour commencer, on va certainement organiser un genre de webinar dédié à l'analyse scientifique des UAP, en étudiant les observations physiques collectées à travers les années, en essayant de recouper les visuels en termes d'observation et ainsi de suite. Et l'initiative prise par le projet Galileo est très très intéressante en incluant l'utilisation d'intelligence artificielle pour analyser les données. C'est un net progrès dont nous sommes témoins. Certainement pas avec les mêmes moyens que vous avez, mais nous essayons de travailler avec l'Observatoire de Paris sur ce genre de sujet et avec d'autres laboratoires de recherche. Donc c'est un sujet dont nous aimerions certainement discuter avec vous. Et peut-être, comme Pascal a dit, essayer de vous inviter à Paris. Ça pourrait être très intéressant de rassembler des personnes pour se rencontrer et discuter. Et ce serait un honneur. Nous avons échangé des mails, car je suis très proche de Jacques Vallée. Ah oui, je, je le verrai pour dîner ce vendredi pour discuter. J'ai aussi déjeuné avec lui en juin, Béatrice Vera-Ruel. Elle essaye et est connectée avec le réseau du projet Galileo et je l'ai trouvée très intéressante aussi. J'espère vraiment que nous aurons d'autres contacts et opportunités de vous inviter à un webinar et ensuite à un meeting physique à Paris, pourquoi pas. Merci beaucoup, j'apprécie. Un grand merci professeur, c'est un plaisir et merci énormément pour le public français. Le plaisir était pour moi. À plus, ciao ciao.